Denise Morel est une grande comédienne québécoise, notamment connue pour son rôle de Dame Plume sur Radio-Canada dans une émission pour enfants. Mais si Denise est aussi connue, c'est aussi à cause de sa mort dramatique. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Denise Morel, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, peut-être que vous allez connaître la personne dont je vais parler. Peut-être que vous la connaissez en tant que comédienne. C'est vrai que Denise Morel au Québec était quand même une grande comédienne, surtout dans les théâtres. Elle se produisait beaucoup. Donc peut-être que vous la connaîtrez de là. Peut-être que vous connaissez aussi l'histoire de sa mort tragique. Mais voilà, en tout cas, j'espère vous faire découvrir cette histoire que je trouvais quand même assez peu connue malgré tout. Enfin, je n'ai pas entendu beaucoup parler. C'est peut-être juste moi en Belgique, peut-être que vous au Québec, pour ceux qui me regardent du Québec, vous en avez entendu beaucoup plus parler. Mais voilà, j'espère que ça vous intéressera et je suis contente de partager cette histoire avec vous. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'on est à la deuxième vidéo de la semaine des 10 000 abonnés. Encore merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que cette belle aventure continue. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Denise Morel est née le 3 décembre 1926 dans l'est de Montréal, dans le quartier de Guibourg, dans la province du Québec, au Canada. Elle est venue au monde dans une famille de 7 enfants et durant toute son enfance, elle a été élevée en chantant et en dansant. Aussi, Denise a vécu dans une famille très catholique et très tôt, elle a fréquenté l'église où elle allait assez souvent et d'ailleurs là-bas, elle chantait aussi. À son adolescence, Denise savait qu'elle était une artiste et elle a décidé de suivre un cours particulier de théâtre. Grâce à ces cours particuliers de théâtre, elle va devenir de plus en plus douée et grâce à ça, elle va pouvoir intégrer une école qui s'appelle les Compagnons de Saint-Laurent. C'est vraiment une bonne école de théâtre et là, elle va pouvoir l'étudier de manière plus professionnelle. Quelques années plus tard, Denise va faire ses débuts professionnels et se produira sur les scènes de Montréal. Elle sera alors assez connue au Québec en tant que comédienne et participera même à une émission pour enfants qui s'appelle La Ribouledingue sur les chaînes télé de Radio-Canada. C'est d'ailleurs là qu'elle sera très connue pour son personnage de Dame Plume, un personnage assez loufoque et haut en couleur. Les gens l'aimaient et elle était décrite comme une femme simple, joviale et généreuse. Mais elle n'était pas seulement comédienne, elle était aussi chanteuse, mime, danseuse, imitatrice et j'en passe, elle touchait vraiment à tout. Mais malheureusement, si Denise est aussi connue, c'est à cause de sa mort tragique et mystérieuse. Nous sommes le 18 juillet 1984. Denise a maintenant 60 ans et un appel au 911 va être donné. Il s'agit d'un homme qui appelle la police tout simplement pour leur dire que sa colocataire a disparu et que tout le monde la recherche. Cet homme habite dans le quartier de la Rivière des Prairies, dans l'est de Montréal. Et sa colocataire n'est nulle autre que Denise. L'homme expliquera qu'il a vu Denise pour la dernière fois la veille au soir, soit le 16 juillet. Il dira qu'à ce moment-là, Denise s'apprêtait à aller visiter un appartement dans le centre de Montréal parce qu'elle comptait déménager et louer quelque chose dans le centre vraiment parce que là, elle était quand même assez excentrée. Mais par contre, il dira qu'après ça, après son départ, plus personne ne l'a vue. Par contre, ce que le colocataire de Denise dira, c'est que ce jour-là, donc le 17, il a reçu un appel téléphonique sur le téléphone fixe de la maison. Il a répondu et c'était en fait le propriétaire de l'appartement à Montréal qui demandait un petit peu ce qui se passait parce que Denise n'avait pas donné de nouvelles et donc il attendait, sauf que Denise ne lui avait rien dit. Donc voilà, la police va être prévenue de cette situation et avant de raccrocher, le colocataire donnera à la police l'adresse de l'appartement que Denise devait visiter. C'était donc le 1689 rue Sanguinet à Montréal. C'est vraiment au centre de Montréal, juste à côté de la station Berry, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment le centre de Montréal. D'ailleurs, à cet endroit-là, il y a vraiment beaucoup de magasins. On peut très facilement rejoindre la rue Sainte-Catherine, où c'est vraiment une rue où il y a plein de magasins, et puis il y a aussi beaucoup de cinéma, beaucoup de théâtre. C'est vraiment un centre animé. Mais bon, ça c'est aujourd'hui. Les alentours de la station Berry, aujourd'hui, c'est un endroit qui n'est pas du tout mal famé. Il y a parfois quelques personnes un peu bizarres qui y passent, mais ça va, c'est comme dans un centre-ville, comme dans n'importe quelle ville. Mais
À l'époque, c'était pas totalement le cas. À l'époque, à cet endroit-là, c'était un peu plus mal famé. Il y avait beaucoup de pauvres, il y avait beaucoup d'endroits où c'était un peu des maisons en ruine. Donc, c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Par contre, je précise qu'il y avait quand même pas mal de théâtre, etc. aussi. Juste, c'était un peu plus mal famé. Bon, pour en revenir à l'histoire, vers 16 h le même jour, donc le 17, la police va se rendre dans cet appartement que Denise comptait louer. La porte n'est pas verrouillée, donc la police va décider d'y rentrer. L'appartement est complètement vide, mais la police va très vite se rendre compte que l'appartement est en très très mauvais état. Il y a des débris de verre par terre, des bouteilles abandonnées, il y a des sortes de papiers remplis de ketchup et de mayonnaise comme si des gens avaient mangé sur le sol. En gros, ça ressemble à un squat. Bon, la police va fouiller quand même l'appartement, mais il n'y a personne, c'est juste un endroit vide. Par contre, juste avant de repartir, ils vont se dire qu'ils vont quand même aller fouiller le sous-sol. Ils arrivent donc en bas, il fait sombre, ils veulent allumer la lumière, mais la lumière ne s'allume pas. Ils vont donc prendre leur lampe de poche, l'allumer, et c'est là qu'ils vont faire la terrible découverte d'un corps de femme allongé sur le sol, ensanglanté et recouvert comme de petits bouts de papier. Le corps sera rapidement identifié comme étant celui de Denise Morel, et on dira qu'elle avait été sauvagement assassinée, agressée sexuellement et brûlée. Elle aurait été frappée avec un objet au visage et sur les bras, et elle aurait ensuite été étranglée à main nue, puis avec une corde qui sera retrouvée justement à côté d'elle. Évidemment, la nouvelle va très vite circuler et tout le monde va être extrêmement choqué de sa mort et surtout choqué des conditions juste atroces, des choses qu'elle a vécues qui sont juste horribles. Faut quand même se dire qu'elle avait vraiment beaucoup de fans, elle était quand même connue, donc la nouvelle s'est étendue rapidement dans tout le Québec. D'ailleurs, René Gagnon, qui est un assez gros acteur et qui était son partenaire de jeu, va être touché d'apprendre la mort de son ami. Il expliquera avoir vu Denise 2 jours avant d'apprendre la nouvelle et qu'elle paraissait vraiment heureuse et sereine. D'ailleurs, elle lui avait dit qu'elle avait hâte de trouver un nouvel appartement et d'enfin pouvoir s'installer seule. D'ailleurs, elle avait de beaux projets qui arrivaient, il y avait le tournage d'une nouvelle série télé ainsi que beaucoup de nouvelles représentations qu'elle allait faire à Montréal sur plusieurs scènes. Donc vraiment, elle était très enjouée pour l'avenir. Bon, sinon, au niveau de la police, ils vont très rapidement lancer une enquête et dans un premier temps, ils vont essayer de récolter un maximum de témoignages. Ils vont essayer de savoir si Denise pouvait avoir un problème avec quelqu'un. Mais par rapport à ça, ses proches diront que Denise était une femme tranquille, sans problème, discrète et qu'elle avait vraiment les pieds sur terre. Elle n'était pas non plus du genre à batifoler, à avoir des relations amoureuses sans lendemain, ni à traîner avec des gens qu'elle ne connaissait pas. Et d'ailleurs, elle était très discrète sur sa vie privée, c'était une femme très pudique, donc voilà, elle faisait pas facilement confiance, elle avait quelques amis comme ça, mais elle voyait pas grand monde, donc voilà, c'était une femme très solitaire aussi. On apprendra aussi qu'à l'âge de 60 ans, Denise n'avait jamais été mariée et n'avait jamais eu d'enfant. Par contre, ça ne la dérangeait pas du tout, c'était un choix, donc c'est juste pour savoir qu'il n'y a pas d'enfant ou de mari dans l'histoire. Bon, par rapport à tout ça, la police se dit quand même, bon, Denise c'est une personne secrète, alors pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas vu quelqu'un en secret? En fait, selon eux, et c'est l'époque, évidemment maintenant la police se dirait plus ça, en tout cas j'espère, mais selon eux, c'était étrange que Denise n'avait jamais été vue au bras d'un homme, que voilà, elle n'avait jamais batifolé un peu, c'était une femme, et donc c'était obligé qu'elle voyait quelqu'un en fait, c'était pas possible qu'elle soit seule comme ça, qu'elle essaye rien. Donc, c'est par là qu'ils vont chercher. C'est donc là qu'ils vont à nouveau interroger l'acteur René Gagnon. Tout simplement parce que c'était la personne la plus proche de Denise. Lui, il expliquera tout simplement que Denise avait grandi dans un milieu assez conservateur, assez catholique, et que sans doute ça avait influencé son comportement et que c'est pour ça qu'elle cherchait pas vraiment l'amour ou à batifoler. Il dira aussi à la police que c'était un très très bon ami de Denise, son meilleur ami, mais par contre il jurera qu'il s'était jamais rien passé entre deux. En plus de ça, René Gagnon insistera pas mal sur le fait que Denise était une femme qui tenait à garder sa vie privée. On apprendra aussi que Denise était une femme très occupée parce qu'elle était seule dans le sens où elle gérait toute sa vie seule. Elle n'avait pas d'assistante malgré le fait que c'était quand même une grande comédienne. Elle gérait tout ce qui était professionnel, elle gérait ses finances, elle gérait sa vie personnelle, elle gérait tout elle-même. C'était d'ailleurs le cas avant sa mort où elle devait visiter des appartements, essayer de trouver un endroit où vivre à Montréal, mais aussi jongler avec le fait qu'elle se préparait pour un nouveau rôle dans une série, et puis elle avait aussi
ses projets au théâtre. Donc c'était vraiment des choses qu'elle devait gérer, elle devait jongler avec tout ça et ça demandait quand même beaucoup de temps. La police va alors maintenant chercher les raisons exactes pour lesquelles Denise voudrait déménager. La police apprendra que donc, et comme on le savait, elle voulait se rapprocher du centre de Montréal. On va aussi se rendre compte que là où elle habitait, dans la maison où elle habitait, le loyer était beaucoup trop cher. C'est pour ça qu'elle avait pris un colocataire pour l'aider à payer le loyer, bien qu'elle avait 60 ans, mais voilà, elle n'arrivait pas à habiter seule et à assumer seule un loyer. On apprendra donc par la même occasion que Denise ne roulait pas vraiment sur l'or et que ce qu'elle touchait au théâtre ne lui permettait pas de vivre confortablement. La police va alors commencer à se renseigner sur le colocataire de Denise. C'est quand même lui qui a appelé la police, il vivait avec Denise. Voilà, autant se renseigner sur lui quand même au cas où. Il s'appelle Jocelyn Cossette et il est disquaire dans un magasin de musique. Il vient de Montréal et lui, il a un peu plus de 30 ans. Donc je rappelle quand même que Denise a 60 ans à ce moment-là. Lui, il a la trentaine d'années. Il y a quand même une grande différence d'âge entre les deux. Mais bon, Denise l'avait pris lui, c'était une personne assez chouette, donc elle avait décidé de cohabiter avec lui. Jocelyn, lui, il était célibataire et il avait comme hobby de faire de la moto. On saura aussi que Jocelyn était assez content de vivre avec Denise parce que Denise n'était jamais là, elle était toujours à gauche, à droite pour sa carrière. Parfois elle dormait pas à la maison, enfin souvent elle ne dormait pas à la maison même. Donc pour Jocelyn c'était assez chouette parce qu'il payait la moitié du loyer et la plupart du temps il avait la maison pour lui tout seul. Par contre on apprendra aussi que Denise faisait un peu la morale à Jocelyn quand elle revenait à la maison. Elle lui disait t'as pas fait la vaisselle, t'as pas sorti les poubelles, un peu comme le rôle d'une maman qui engueulerait son fils après être revenu. Parce que c'est vrai que Jocelyn, il avait 30 ans, il était célibataire, il faisait pas vraiment attention à la maison. Jocelyn disait donc souvent qu'il avait l'impression de vivre avec sa mère et Denise, elle, de son côté, disait qu'elle avait l'impression de vivre avec un enfant en bas âge. Donc on pense que c'est aussi pour ça que Denise voulait déménager, parce qu'elle supportait plus de vivre avec Jocelyn, qu'elle avait envie d'être seule, ne pas vivre dans la crasse de l'autre. Donc voilà, je pense que c'est aussi une bonne raison. Mais voilà, ça fait pas de Jocelyn un meurtrier. Je pense vraiment pas qu'il a quelque chose à se reprocher là-dedans. D'ailleurs, ça se passait quand même bien entre deux, c'était pas vraiment la guerre. Mais voilà, c'est pour ça que Denise voulait partir, c'est pour toutes ces raisons. La police cherchera alors à essayer de comprendre comment Denise a entendu parler de cet appartement où elle a été retrouvée sans vie. On apprendra que c'est la veille de sa mort, donc le 16, et via une petite annonce d'un journal que Denise avait trouvé un super appartement qui était présenté comme ayant 3 pièces, un balcon, qui était bien aéré et ayant un loyer à négocier. Donc là, elle s'était dit que cet appartement était fait pour elle. Elle avait donc appelé le numéro à composer qui était écrit sur l'annonce et était tombée sur un homme assez jovial. L'homme lui dira au téléphone que malheureusement l'appartement pour lequel elle appelle a été vendu. Par contre, il y a un autre appartement, donc l'homme avait plusieurs appartements en fait, là il y en avait un deuxième qu'il acceptait de louer et donc il lui a dit celui-là il est encore disponible et tu peux aller le visiter. Denise elle était quand même super contente parce que l'appartement que l'homme lui proposait était quasiment le même que l'autre, toujours au centre-ville, le loyer était aussi à négocier donc c'était parfait pour elle. Par contre, le propriétaire dira à Denise que l'appartement n'a pas de verrou parce qu'en fait la porte a dû être forcée parce que les anciens propriétaires étaient partis avec les clés. L'homme au téléphone dira alors que Denise a l'air d'être une personne honnête, la porte n'a pas de verrou, donc il l'autorise à aller visiter l'appartement, il lui donne l'adresse et il lui dit va visiter l'appartement seul et tu me retéléphones aujourd'hui ou demain pour me dire si tu le prends ou non. Nous sommes donc maintenant le lendemain, soit le 17 juillet, donc jour de sa mort. Ce jour-là, donc Denise devait visiter l'appartement et après elle devait manger avec René Gagnon, donc son meilleur ami, pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'elle avait sans aucun doute trouvé un appartement. Après ça, en soirée, elle avait prévu d'aller jouer au théâtre avec justement René Gagnon. On va savoir que le matin du 17, Denise s'est rendue à la banque et y a fait un retrait de 200 $. Après ça, elle se serait rendue à l'appartement pour le visiter seule. On pense qu'elle a dû être assez surprise parce que la rue était très sale et l'appartement aussi. De plus, la lumière y était coupée et une odeur assez horrible y régnait. Donc voilà, encore une fois, je vous redis que même si maintenant c'est un quartier assez calme, à l'époque, les alentours de la station Berry, c'était pas la même chose. Il y avait beaucoup de personnes droguées, c'était fréquenté par beaucoup de personnes très alcoolisées, très droguées. La journée passe, pas de nouvelles de Denise, mais pour le moment,
personne s'inquiète. À ce moment-là, il est à peu près 18h30, nous sommes au parc du Mont-Royal et René Gagnon attend Denise accoudée à sa voiture. Le temps passe, mais Denise n'arrive pas. Là, il est inquiet, surtout qu'ensemble, ils ont leur représentation de théâtre, donc c'est vraiment étrange que Denise ne vienne pas. Une heure passe et vers 19h30, René se dit « Bon, je vais repartir, je vais aller au théâtre et me préparer, Denise arrivera bien à un moment donné. » En fait, il se dit que de toute manière, Denise viendra au théâtre et c'est à ce moment-là qu'il pourra lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Il n'est pas si inquiet et puis on est quand même dans les années 80, il n'y a pas de téléphone donc il ne peut pas l'appeler. Si Denise a eu un empêchement, elle n'a peut-être pas su le contacter. Donc à ce moment-là, René arrive au théâtre, il se prépare et malheureusement, Denise n'arrivera pas. Il va alors passer une bonne partie de la nuit à chercher Denise absolument partout. Mais malheureusement, ça ne donnera rien, il ne la trouvera pas. C'est le lendemain, donc le 18 juillet, que le propriétaire va s'inquiéter et qui va appeler à la maison de Denise pour donc demander si Denise prend ou pas l'appartement parce qu'il n'a pas eu de nouvelles. Et c'est donc comme ça que le colocataire de Denise a appelé la police. Voilà, la police aura réussi à retracer ce qui s'est passé les quelques jours avant que le corps de Denise soit malheureusement retrouvé. Mais malheureusement, ça nous en dit peu sur qui est-ce qui aurait bien pu commettre ce crime atroce. Par contre, sur les lieux, certains indices vont être trouvés. Par exemple, une boîte d'allumettes, une corde, un bout de fer et une empreinte de pied tachée de sang. La police va aussi récupérer des poils pubiens qui étaient présents sur la victime ainsi que des traces de sperme. Retenez bien cette information, ces prélèvements seront bien utiles plus tard. La police notera aussi qu'à côté du corps de Denise, son sac avait été éventré, toutes ses affaires étaient par terre éparpillées. On remarquera aussi que l'assassin avait volé les 200 $ que Denise avait été sortir à la banque ce jour-là. Le médecin légiste, lui, de son côté, dira que les premiers coups qui avaient été portés à Denise étaient des coups de poing et par la suite, elle avait été frappée avec un objet. Il expliquera aussi que cet objet, qui était sans doute en fer, avait été chauffé et ensuite il avait servi à brûler Denise sur certaines parties de son corps, dont ses parties génitales. En plus de ça, le médecin légiste dira que Denise a été agressée sexuellement 2 fois. À partir de là, la police va mettre au point 3 hypothèses. La première hypothèse est celle du vol qui aurait mal tourné, quelqu'un l'aurait suivi de la banque, aurait vu qu'elle retirait une grosse somme d'argent, l'aurait suivi jusqu'à l'appartement, l'aurait agressée et l'aurait volé. La deuxième hypothèse va naître d'un témoignage d'un livreur de la rôtisserie Le Poulet Doré. L'homme explique que le 17 juillet, donc jour du meurtre, entre 16h30 et 17h30, il était tout près de l'appartement et il aurait vu un homme étrange sortir de la rue comme s'il était sous l'effet d'une drogue. Il dira qu'il marchait d'une façon irrégulière et qu'il trébuchait à chaque pas. Il dira aussi que l'homme était blanc, d'une trentaine d'années et avait des cheveux bruns frisés et il portait un pantalon blanc taché de sang. D'ailleurs, un portrait robot de cet homme va même être réalisé. En fait, la police apprendra que l'appartement, à cause de sa porte ouverte, était devenu un squat pour personnes qui se droguaient. Cette deuxième hypothèse serait donc que Denise se serait retrouvée dans ce squat avec beaucoup de personnes sous l'influence de drogue et que ces personnes l'auraient donc tuée. Ce qui est dingue, c'est que juste après ça, la police va recevoir un nouveau témoignage. Celui d'un homme qui avait lui aussi été visiter l'appartement le jour avant la mort de Denise. Il avait dit à la police être entré et s'être senti observé pendant toute sa visite de l'appartement. D'ailleurs, il avait senti une présence menaçante et serait vite parti. Donc, cette hypothèse me paraît très intéressante, mais passons à la troisième hypothèse. En fait, selon la sœur de Denise, il était impossible que Denise ait visité seule un appartement qu'elle ne connaissait pas. Donc là, on va commencer à se dire que peut-être Denise aurait été accompagnée. Donc là, la police va se demander qui aurait pu accompagner Denise ce jour-là, et ils vont à nouveau se réintéresser à Jocelyn Cossette, donc son colocataire. La police va donc l'interroger et ils vont lui demander un alibi. Heureusement pour lui en tout cas, Jocelyn saura donner un alibi. En fait, à ce moment-là de la journée du 17, eh bien, il était dans son magasin, donc il était disquaire, comme je vous l'ai dit, il était dans son magasin, il travaillait et d'ailleurs des clients l'ont vu ce jour-là. La police va alors enlever Jocelyn de la liste des suspects.
La police va quand même essayer de se dire, est-ce que c'est possible que Denise y ait été toute seule? Et là, à ce moment-là, René Gagnon dira, non, c'est impossible, je la connais, je suis son meilleur ami, elle n'aurait jamais été visiter seule cet appartement. Mais bon, la police a beau chercher, ils ont aucune idée de qui aurait pu accompagner Denise ce jour-là. Si vous voulez mon avis, à ce moment-là de l'enquête, l'hypothèse du squat et qu'elle se soit fait agresser par des personnes droguées, pour moi c'est l'hypothèse la plus probable. Mais malheureusement, à ce moment-là, la police va décider d'arrêter l'enquête et de la classer sans suite par manque de preuves. Mais heureusement, l'histoire va progresser en 2007, soit 23 ans après le meurtre. En fait, vu qu'en 2007, l'analyse ADN existait maintenant, eh bien, la police a décidé de réouvrir certains dossiers classés sans suite et de pouvoir regarder s'il n'y avait pas des choses à réexaminer sous l'œil de l'ADN. C'est donc comme ça que la police s'est rappelé que dans l'affaire Denise Morel, il y avait eu des prélèvements de poils pubiens et de sperme. Après certains tests, un profil ADN va sembler correspondre. Il appartient à un délinquant qui à l'époque était très connu des services de police de Montréal et qui appartenait au crime organisé de Montréal. D'ailleurs à l'époque, il avait déjà un casier pour de nombreuses agressions sexuelles. Cet homme s'appelle Gaëtan Bissonnette. Il était âgé de 26 ans au moment des faits. En se penchant un peu plus sur son profil, on remarquera que depuis 1984, il avait déjà fait pas mal d'allers-retours en prison pour différents délits, entre autres des trafics de drogue, d'armes, pour vol et même pour agression sexuelle sur mineurs. Gaëtan Bissonnette va donc rapidement être arrêté par la police en 2007 et il passera très vite aux aveux. En fait, il avouera avoir bel et bien tué Denise et qu'à ce moment-là, il squattait dans cet appartement vide, il venait de sortir de prison et qu'il avait nulle part où aller. En fait, il expliquera qu'il était vraiment à ce moment-là en manque de drogue puisqu'il avait plus d'argent, il pouvait plus consommer, il allait vraiment pas bien et en tombant face à face avec Denise dans cet appartement, il aurait voulu la voler mais le vol aurait mal tourné et il s'en serait pris à elle, tout aurait dégénéré. Il explique que Denise aurait paniqué et se serait mise à crier et à courir dans tout l'appartement et il dira l'avoir tuée pour qu'elle se taise. Mais bon, un peu plus tard, il se rétractera et dira qu'il n'avait pas vraiment voulu la tuer et que tout ça était accidentel. Bon, on comprend là qu'il voulait sans doute éviter une lourde peine de prison. Finalement, son procès s'ouvrira le 16 novembre 2007. Il sera condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans. Du côté de la famille et des amis de Denise, évidemment, tout le monde sera soulagé que justice ait enfin été rendue. Et d'ailleurs, ils prendront cette condamnation comme un hommage à Denise Morel. Voilà, c'est comme ça que se termine cette sordide histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous connaissiez cette histoire, si vous connaissiez Denise Morel. Et voilà, en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!